Rebonjour à vous. Maintenant, pour terminer la leçon sur la reproduction chez les autres êtres vivants, le point numéro 2, vous aviez donc une activité à me rendre qui consistait en une suite de graphiques à comparer chez certains animaux et un texte à lire chez l'être humain. Ce grand 2, l'objectif, c'est de vous montrer que dans la reproduction, c'est une fonction qui peut être influencée par certains facteurs, certains événements. Et on va voir qu'il y a certaines choses qui vont la favoriser. L'être humain ou l'être vivant se reproduira mieux, aura plus de descendants. Et à l'inverse, il y a des éléments, des facteurs qui vont au contraire la gêner, cette reproduction. Et du coup, l'être vivant aura moins de descendants. La plupart de ces facteurs sont en fait des conditions de l'environnement dans lequel vit l'être vivant. Ça, c'est un rappel de sixième. N'oubliez pas que les êtres vivants dépendent du milieu dans lequel ils vivent. Il y a une interaction entre les deux. Alors moi, j'avais choisi un exemple entre un oiseau et une souris que je vais vous expliquer dès maintenant. Le premier graphique, on vous parlait d'une chouette et chez cette chouette, on avait mesuré le nombre de jeunes par femelle en fonction de l'année. Vous voyez que l'étude portait de 1995 jusqu'à 2010, et quand on regarde le graphique, on voit qu'il y a certaines années où les chouettes sont bien reproduites, 96, 2000, 2005 et 2010. D'autres, elles ont eu moins de petits. Ça, c'était pour les deux premières questions. Le second graphique, lui, parlait d'un mulot. C'est une souris qu'on trouve dans les champs. Et on étudiait le nombre de mulots dans la même zone que la chouette selon les années. Et là aussi, l'étude portait de 1995 à 2010. Et quand on regarde, on s'aperçoit que certaines années, on trouve beaucoup de mulots et d'autres nettement moins. Alors les années où on a le plus de mulots, c'était 1996, 2000, 2005 et 2010 qui est juste devant 2003. Maintenant, le but, c'était de comprendre un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre ces chouettes et ces mulots. Pourquoi certaines années, j'ai beaucoup de chouettes, beaucoup de mulots, et d'autres années, c'est le contraire. Alors, pour vous aider à comprendre, j'ai donc créé ce graphique-là qui regroupe les deux graphiques en un seul. Et mon objectif, premièrement, c'est de vous montrer que, vous voyez que quand il y a beaucoup de mulots, et bien comme par hasard, il y a beaucoup de chouettes. Et dès qu'il y a moins de mulots, et ben d'un coup, il y a moins de chouettes. Pourquoi? En fait, c'est assez simple. Il se trouve que la chouette, c'est un oiseau, c'est un rapace. Ce rapace se nourrit de mulots. Donc, lorsque les chouettes partent en chasse, si vous avez beaucoup de mulots, il y a beaucoup de nourriture. Elles ont toutes les chances de capturer une proie, de la ramener au nid et de nourrir plusieurs petits. Comme il y a beaucoup de mulots, elles peuvent partir plusieurs fois à la chasse, rentrer avec plusieurs proies et donc avoir une descendance plus nombreuse. A l'inverse, les années où il y a moins de mulots, souvent la chouette va partir à la chasse et ne va rien ramener. Ou alors, elle va ramener tellement peu de mulots au nid qu'elle ne pourra pas nourrir tous ses oisillons. Certains vont mourir. Donc c'était un petit peu pour vous montrer que dans ce cas-là, c'est l'environnement, même pour dire c'est l'accès à la nourriture qui va déterminer la reproduction de la chouette. Si l'animal est bien nourri et s'il accède facilement à la nourriture, il aura une nombreuse descendance. A l'inverse, si l'animal n'arrive pas à se nourrir ou très difficilement, il aura une descendance beaucoup plus faible. À partir de cet exemple, on peut généraliser à l'ensemble des êtres vivants. Et donc très souvent, les conditions qui vont gêner la reproduction, la favoriser,
Ça va être le nombre de prédateurs, l'accès à la nourriture, mais ça peut aussi être les conditions climatiques. C'est-à-dire un été très chaud ou un hiver très froid peut défavoriser la reproduction. Pareil, vous avez aussi la pollution qui peut avoir des effets. Et d'ailleurs, la pollution, je voulais vous le montrer avec le deuxième exercice qui porte sur l'être humain pour vous montrer que ben non, l'être humain n'est pas un être vivant à part, c'est un animal comme les autres et lui aussi, d'une certaine façon, il subit son environnement. Donc, ce fameux second exercice, vous aviez deux parties. La première, c'était un tableau qui vous montre que lorsqu'on mesure le nombre de spermatozoïdes par millimètre cube de sperme, depuis les années 1940 jusqu'en 1990, ce nombre ne fait que diminuer. Ensuite, vous aviez un texte qui vous expliquait que cette étude, elle a été menée en Argentine, dans une région agricole, et on vous expliquait, c'est ce que je vous ai entouré et souligné, que ces régions agricoles, pour produire beaucoup, vont utiliser beaucoup de pesticides, c'est-à-dire des substances chimiques qui à la base ont pour objectif de tuer des êtres vivants, plantes ou animaux, qui sont considérés comme gênants par l'agriculteur pour pouvoir produire plus. Mais en plus, on vous disait que les femmes, parce que dans les champs ce sont des hommes, mais les femmes, elles, travaillent dans des usines et sont souvent donc exposées à ces pesticides, herbicides, car c'est elles qui les fabriquent. Et en fin de compte, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces substances chimiques, non seulement sont dangereuses donc pour certaines plantes et certains êtres vivants, mais étaient aussi dangereuses pour l'humain. Et que ces substances s'attaquent aux cellules sexuelles, et donc ces femmes-là étaient moins fertiles, ont moins de chances d'avoir d'enfants, fabriquent moins d'ovules, et chez les hommes, ça fabrique moins de spermatozoïdes. Donc un exemple de pollution qui gêne la reproduction des êtres humains d'une région du monde. Au final, ces facteurs, donc climatiques ou la pollution ou la prédation, qui vont influencer la reproduction, c'est-à-dire la favoriser ou la gêner, vont avoir un impact sur les populations qui vivent dans un écosystème et pour être plus précis sur leur dynamique, c'est-à-dire sur leur nombre, leur quantité. Le plus simple pour illustrer ce que je viens de dire, c'est de vous reprendre donc le graphique de tout à l'heure et vous voyez bien que dans la zone d'étude, donc dans cet écosystème-là, eh ben, la dynamique de la population de mulots va influencer la dynamique de la population de chouettes. Dit plus simplement, eh ben, si il y a une augmentation du nombre de mulots, j'ai toutes les chances d'avoir une augmentation du nombre de chouettes. Et à l'inverse, si j'ai une diminution du nombre de mulots dans cet écosystème, eh ben je vais avoir une diminution du nombre de chouettes dans ce même écosystème. Voilà, c'est ça qu'on appelle donc la dynamique de la population au sein de l'écosystème. C'est la quantité d'êtres vivants que je vais y trouver et qui va donc dépendre de la reproduction, mais aussi des facteurs qui influencent cette reproduction. Et pour terminer, donc un petit schéma bilan qui vous résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc la reproduction d'un être vivant va être gênée, c'est ce que je vous ai mis donc à droite du schéma avec les flèches rouges, ou favorisée, c'est ce que je vous ai mis à gauche avec les flèches vertes, par certains facteurs de l'environnement. Au passage, ce n'est pas une erreur, je l'ai fait exprès. Vous voyez que en dernier, il y a marqué conditions climatiques particulières, et c'est à la fois en rouge et en vert. C'est pas une erreur, c'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure,
un été trop chaud peut effectivement gêner la reproduction, mais de certains êtres vivants. A l'inverse, certains autres ont besoin de forte chaleur. Donc voilà pourquoi le climat a double effet. Ce qui va gêner les uns peut favoriser les autres. Voilà, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui et c'est la fin surtout du grand thème sur la reproduction. Et on va pouvoir passer à autre chose la semaine prochaine.